Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions, même si un des deux co-rapporteurs n'est pas présent. Notre délégation va donc entendre aujourd'hui une communication qui est issue d'une mission que nous avons confiée, une mission flash, comme on le dit avec un anglicisme, disons une mission express à deux de nos collègues, Xavier Bettu et Jocelyn de Signy, en conclusion de leurs travaux sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours, mission que nous leur avons confiée lors d'une réunion de notre délégation le 20 décembre dernier. Soldats du feu, selon l'expression née avec la création par Napoléon Ier d'une brigade de pompiers sous statut militaire à Paris en 1811, les sapeurs-pompiers demeurent aux yeux des Français des héros du quotidien qui incarnent parfaitement l'esprit du service public. Les terribles incendies qui ont ravagé la Gironde au cours de l'été 2022, mais aussi d'autres départements qui n'avaient pas forcément l'habitude de connaître jusque-là des incendies de forêt en période estivale comme mon département des Vosges, ces incendies ont montré une fois de plus à quel point leur action, celle des sapeurs-pompiers, permet tout simplement de sauver des vies humaines et des biens humains précieux, de préserver aussi notre biodiversité. En dépit des milliers d'hectares ravagés par le feu, aucune victime lors de cet été 2022 n'a été déplorée, ce qui doit être mis au crédit de l'action résolue des nombreux sapeurs-pompiers mobilisés. Vous le savez tous, mes chers collègues, ce service essentiel à la population est aussi un service public local. Si l'on met de côté les brigades de Paris et de Marseille, que je crois d'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous n'avez pas vraiment embrassé dans votre rapport volontairement, eh bien si on met de côté ce cas particulier de Paris et de Marseille, l'organisation des sapeurs-pompiers relève de la responsabilité des collectivités territoriales et en particulier des départements depuis la réforme de 1996 qui a été mise en œuvre progressivement et parfois avec douleur dans certains de nos départements, puisqu'on sait à quel point les municipalités étaient attachées à leurs services municipaux des sapeurs-pompiers. Et encore aujourd'hui, ce lien avec les communes, même si ça n'est plus un lien de gestion comme autrefois, reste fort entre les services départementaux d'incendie de secours et donc le bloc communal. Cette réforme a donc donné le D des SDIS, des services départementaux d'incendie et de secours. Puisqu'il s'agit donc d'une compétence qui est directement exercée, ou en tout cas financée par des collectivités territoriales, notre délégation avait pleinement vocation à formuler un avis éclairé sur le financement de ces services, qui, si l'on en croit les représentants de la profession, sont aujourd'hui en crise, ou en tout cas, ces représentants de la profession des sapeurs-pompiers nous font part régulièrement de leurs préoccupations dans leur capacité à financer, y compris les nouvelles demandes qui leur sont adressées par la population et les nouveaux risques auxquels ils sont confrontés. À cet égard, j'observe, si vous me permettez l'expression, que le calendrier de nos travaux est presque parfait, car le gouvernement a lancé à la fin du mois dernier un Beauvau de la sécurité civile qui est destiné, pour reprendre les termes utilisés par le ministre de l'Intérieur, à moderniser sans recentraliser le modèle français de sécurité civile. Vous nous direz, messieurs les rapporteurs, s'il convient ou non de partager les inquiétudes des sapeurs-pompiers sur le financement de leurs services et dans ce cas, quelles pistes vous paraissent les plus pertinentes pour réformer en profondeur les modalités de financement de ces SDIS. Les circuits de ressources paraissent à première vue tout aussi complexes que variés selon les départements. C'est précisément pour y voir plus clair que vous avez choisi d'effectuer un travail approfondi, et je vous en félicite avec nos administrateurs, de collecte de données auprès de l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours du territoire hexagonal. Et vous nous direz, je crois, que vous avez obtenu des taux de réponse particulièrement encourageants à cet égard, ce qui montre l'attente dans nos territoires à l'égard de propositions qui pourraient être formulées sur ce financement. Votre rapport, je crois, récapitule les principales conclusions que l'on peut tirer des données que vous avez collectées et qui vous ont été communiquées par les services en réponse à votre enquête. J'ajouterai que notre délégation n'a pas toutefois été le seul organe parlementaire à se pencher sur les SDIS cette année, mais le seul au regard de leur financement. La mission d'information créée en juillet 2023 par la conférence des présidents
sur les capacités d'anticipation et d'adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civile a en effet rendu ses conclusions le 3 avril dernier. J'ai noté également que parmi ces préconisations, les préconisations de cette mission, figurait la mise en place d'un fonds budgétaire alimenté par les sociétés d'assurance à partir d'une valorisation des biens et des personnes sauvées par l'action des services départementaux d'incendie et de secours. Messieurs les rapporteurs, je crois, pour avoir regardé en détail votre rapport ou votre communication, que vous n'êtes pas parvenus à la même conclusion que nos collègues que je viens de citer, et vous nous indiquerez plus précisément pourquoi il convient selon vous de s'orienter vers d'autres pistes de réforme et vers d'autres ressources. Dans votre communication que le secrétariat a adressée à l'ensemble des membres de la délégation hier après-midi, vous présentez également un total de 12 recommandations portant à la fois sur les ressources et sur les dépenses des services départementaux d'incendie et de secours. J'observe avec satisfaction que vous ne vous êtes pas contenté de proposer de nouvelles recettes, mais que vous avez également cherché à identifier des mesures structurelles permettant aux sapeurs-pompiers de se recentrer sur les missions qui sont au cœur de leur raison d'être. Les travaux de cette mission Flash ne manqueront pas, j'en suis sûr, de déboucher sur des initiatives législatives concrètes, notamment lors de l'ouverture du débat sur le projet de loi de finances pour 2025. Et je vous donne donc à tous les deux la parole tout de suite pour partager avec les membres de la délégation présents les conclusions de cette mission Flash qui, je le sais, suscite beaucoup d'intérêt parmi nos collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Jocelyn, Mesdames, Messieurs les parlementaires. Je voudrais tout d'abord remercier le Président et l'ensemble du bureau de nous avoir confié cette mission qui rentre en plus dans l'actualité avec le lancement du Beauvau de la sécurité, en espérant que notre rapport contribue aux réflexions qui sont en cours dans le cadre du Beauvau. Je voudrais aussi remercier les administrateurs et les administratrices pour la qualité de l'organisation de nos travaux, de nos auditions, la patience qu'ils ont eue avec nous pour fixer les plannings des auditions, et puis bien sûr la qualité de la transcription des auditions dans le rapport qui vous a été fourni. Alors, les Français le constatent chaque jour, les sapeurs-pompiers qui sont prêts à intervenir à tout instant pour sauver des vies, quelles que soient les circonstances, sont l'incarnation du courage et du dévouement. Selon la célèbre devise issue de la médaille créée sous le règne de Louis XVIII, leur popularité n'a jamais été démentie depuis le XIXe siècle. Dans un sondage effectué par l'Institut français d'opinion publique en 2017 sur les services publics de proximité, il recueille auprès de la population française un taux de satisfaction de 96%, loin devant les métiers sanitaires et sociaux à 80% et les policiers municipaux à 75%. Les terribles incendies qui ont dévasté plus de 30 000 hectares en Gironde au cours de l'été 2022 ont démontré une fois de plus le professionnalisme des sapeurs-pompiers, grâce auquel aucune victime n'a été déplorée. Pour autant, si vous me permettez l'expression, les héros apparaissent parfois de plus en plus fatigués. Je citerai sur ce point les propos du directeur du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire au micro de Radio France en 2023. On peut nous appeler pour n'importe quoi. Pour un chat coincé dans un arbre, parce qu'une personne avec un fauteuil roulant électrique est tombée en panne sur un trottoir. Et on nous appelle pour venir dépanner cette personne. Il conclut ses propos en insistant sur le décalage qui existait entre les motivations qui poussent un jeune à entrer dans une caserne de pompiers et la nature même des missions qui y sont effectuées. En 2021, plus de 80% des 4,68 millions d'interventions des SDIS relevaient du secours d'urgence aux personnes, soit environ 7 interventions toutes les minutes en France. Comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, à l'ouverture du Beauvau de la sécurité civile, le 23 avril dernier, le modèle est solide, mais il est aussi en tension. À l'unisson de l'immense majorité de nos concitoyens, nous considérons, mon collègue rapporteur et moi-même, le modèle français de sécurité civile doit être conforté, ce qui suppose de donner aux sapeurs-pompiers les moyens nécessaires à la réalisation des tâches constitutives de leur cœur de métier. Notre mission Flash, mise en place le 20 décembre dernier au sein de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale, doit permettre au Parlement d'apporter sa contribution aux réflexions du Beauvau de la sécurité civile sur les moyens financiers des SDIS. Les recommandations que nous formulons ont vocation à alimenter les travaux du 5e chantier transversal qui sera lancé au début du mois de juin prochain sur la gouvernance, le financement et les moyens des acteurs de la sécurité civile en France. Ainsi, la mission Flash s'est fixée pour objectif d'évaluer, dans un premier temps, la soutenabilité
sur le long terme du modèle de financement des SDIS, puis dans un second temps d'envisager des pistes d'élargissement des ressources et de la maîtrise des dépenses. À titre de simplification, nous avons choisi de nous concentrer sur les SDIS de droit commun, à l'exclusion des situations particulières des territoires ultramarins de Paris et de Marseille. À cette fin, nous avons auditionné les services de l'État concernés, qu'il s'agisse de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de la Direction générale des collectivités locales, ou s'agissant plus particulièrement des ressources fiscales, de la Direction du budget et de la Direction générale des finances publiques. Nous avons également entendu les associations représentatives de la profession, en particulier la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, la Fédération des sociétés d'assurance France Assureurs, ainsi que l'Inspection générale de l'administration, auteur d'un rapport sur le financement des SDIS en 2022. Les associations d'élus locaux les plus intéressées, à savoir les départements de France et l'Association des maires de France et présidents d'intercommunalités, ont bien entendu été sollicités. Nous avons enfin mis un point d'honneur à recueillir le point de vue des SDIS eux-mêmes. Les directeurs départementaux de 2 d'entre eux, ceux de l'Aisne et de la Seine-Maritime, ont ainsi été auditionnés. Une enquête statistique a par ailleurs été menée auprès de l'ensemble des SDIS du territoire métropolitain. 70 d'entre eux ont apporté une réponse écrite, ce qui a permis au secrétariat de la délégation d'exploiter ces données de manière globale. Donc les faiblesses du modèle actuel de financement des SDIS. Le premier enseignement que nous avons pu tirer des auditions tient à l'ambivalence des finances des SDIS qui sont aussi dynamiques qu'elles sont fragiles. Alors qu'ils étaient depuis la loi municipale du 5 avril 1884 gérés au niveau communal, les SDIS ont profité de la départementalisation opérée par la loi du 3 mai 1996 pour se mettre à niveau et, ainsi, faire face efficacement à l'accroissement du nombre de leurs interventions, notamment au titre du secours d'urgence aux personnes, dans les années 2000 à 2010. Les ordres de grandeur sont impressionnants. En 2011, les SDIS ont traité 3,08 millions de demandes de secours à la personne, soit près de 43% de plus qu'en 2002, tout en améliorant légèrement leur délai moyen d'intervention, qui est passé de plus de 13 minutes dans les années 2000 à 12 minutes et 11 secondes en 2012. Néanmoins, les travaux statistiques ont confirmé le poids élevé des dépenses de personnel qui, comme l'avait remarqué l'IGA dans son rapport de 2022, représentent en moyenne 80% de la section de fonctionnement. Cela diminue indéniablement les marges de manœuvre des SDIS, alors même que se profile le risque d'une sursollicitation liée aux effets du changement climatique et de la désertification médicale. Des départements autrefois peu impactés par les incendies, tels que les Deux-Sèvres, les Vilaines ou encore l'Aisne, ont été confrontés à des hausses spectaculaires, respectivement de 41,6 à 61,7% des nombres de feux de végétation en 2018 et en 2022 pour les Deux-Sèvres et l'Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine a logiquement modernisé sa flotte de véhicules d'intervention avec des fourgons de pompe tonnes et des camions-citernes, mais ce renouvellement lui a coûté au total 5 millions d'euros. Dans d'autres départements, c'est l'assistance aux personnes âgées qui mobilise de plus en plus d'effectifs. Selon le SDIS du Nord, les interventions pour relevage d'une personne ayant chuté se sont ainsi accrues de 121% entre 2015 et 2023 dans ce département. Nous avons constaté, et ce n'est pas ici une surprise, que la carte des déserts médicaux rejoint parfois celle des casernes ambulancières, c'est-à-dire des transports sanitaires d'urgence urgents effectués par les sapeurs-pompiers en l'absence d'ambulanciers. Ainsi, nous avons pris note des inquiétudes exprimées par la profession au sujet du volontariat, qui leur paraît toujours menacé par la direction de l'Union européenne sur le temps de travail du 4 novembre 2003. Tant que le droit européen ne reconnaîtra pas la spécificité de l'engagement par rapport à un contrat de travail ordinaire, les SDIS français, qui recourent fréquemment à des gardes postés par des volontaires, pourraient voir leur fonctionnement entravé par l'application des limites du temps de travail posées par la directive. Nous appelons donc le gouvernement à accélérer les démarches tendant à la reconnaissance du volontariat
au niveau de l'Union européenne, seule mesure à même de préserver leur capacité opérationnelle des SDIS. Face à ce qui apparaît comme un véritable risque d'engorgement, les SDIS, le système de financement mis en place dans les années 2000, est-il encore capable de les aider et à tenir le coup? Certes, le département est devenu, depuis les années 2000, le principal financeur des SDIS, avec notamment l'appui décisif fourni par l'État, prévu par l'article 53 de la loi des finances de 2005, au travers du transfert d'une partie du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la TSCA. Il s'agit d'une ressource très dynamique qui s'est établie à 1,35 milliard d'euros en 2023 contre 843 millions d'euros en 2005, soit plus de 46,9%. À cette occasion, nous tenons à préciser que la mission Flash a permis de démentir le mythe parfois véhiculé dans la presse selon lequel les départements conserveraient une part significative du produit de la TSCA perçue en application de l'article 53 de la loi des finances pour 2005. Non seulement il n'en est rien, mais surtout la quasi-totalité des départements versent aux SDIS les dotations bien supérieures à ce qu'ils perçoivent au titre de la TSCA. Dans notre enquête statistique, les compléments alloués varient dans des proportions différentes d'un territoire à l'autre, depuis 23% dans l'Aube jusqu'à 377% en Seine-et-Marne. Néanmoins, le rythme actuel des dépenses est tel que les départements ont de plus en plus de mal à suivre la dynamique. Au cours des dernières années, le bloc communal est parvenu à compenser partiellement par des contributions plus élevées, qui se sont ainsi accrues de 8,4% entre 2017 et 2021. Il faut rappeler toutefois que ces dotations sont plafonnées au niveau de l'inflation en application du 8e alinéa de l'article L. 1424-35 du Code des collectivités territoriales, ce qui limite les marges de manœuvre des communes et des EPCI concernés. L'addition des contributions des départements et du bloc communal représente 92% des recettes des SDIS. Nous avons exploré la possibilité de diversifier et d'augmenter ces 8% restants qui recouvrent deux types de recettes. Tout d'abord, les recettes de gestion provenant des interventions payantes effectuées par les personnels au titre des missions non obligatoires, des services d'incendie et de secours, comme les opérations de relevage déjà évoquées. Nous avons constaté que ces recettes étaient marginales, entre 1 et 3% des recettes réelles de fonctionnement, alors même qu'elles peuvent correspondre à un grand nombre d'interventions. L'exemple du SDIS de Dordogne est saisissant. Les interventions non urgentes ont représenté en 2022 20% des interventions totales du SDIS et généré moins d'1% des recettes de fonctionnement. Ce grand écart traduit la tarification encore insuffisante, dissuasive, fixée par les conseils d'administration des SDIS pour les interventions hors mission. L'État contribue au financement des services départementaux d'incendie et de secours de manière moins visible que les collectivités, mais de façon plus ciblée vers leur capacité d'investissement. Outre les contributions du FCTVA qui, fléchées directement vers les SDIS, sont en augmentation et leur rapportent environ 120 millions d'euros par an, l'État finance sur les crédits budgétaires de la sécurité civile les colonnes de renfort et les moyens exceptionnels mis à disposition en cas de survenance d'un événement majeur. Ces crédits qui expriment la solidarité nationale sont débloqués au coup par coup. En revanche, la loi Matras de 2021 a permis de sanctuariser ce qui n'était qu'une démarche née en 2018, celle du pacte capacitaire, doté de 30 millions d'euros prévus par la loi LOPMI, auxquels sont venus s'ajouter 150 millions d'euros en 2023, permettant principalement le renouvellement du matériel roulant. Nos auditions nous ont conduit à constater la satisfaction de l'ensemble des acteurs engagés par les packs capacitaires, malgré certains regrets concernant leur périmètre insuffisamment élargi à d'autres risques que les feux de forêt, comme le risque inondation. Nous considérons que les packs capacitaires doivent être prolongés au-delà de 2027. Nous avons également exploré une piste de nouvelles recettes qui paraît séduisante sur le papier et qui a le vent en poupe, le concept de la valeur du sauvé. Cette démarche consiste à appréhender l'action des services d'incendie et de secours, non pas classiquement sous l'angle de la dépense publique, mais en y intégrant également les économies générées par les vies et les biens sauvés, en particulier pour les assureurs. Cette approche économique a fait l'objet de nombreuses études universitaires récentes et une trentaine de SDIS se sont lancés dans une démarche expérimentale consistant à calculer la valeur du sauvé au cours de leur intervention, comme nous l'a expliqué le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Plusieurs difficultés compliquent
complique la détermination précise de la valeur du sauvé. Tout d'abord, sur un plan moral, la vie n'a pas de prix. Il est délicat d'objectiver sa valeur. Plusieurs méthodes plus ou moins complexes ont été élaborées, en France comme à l'étranger. Je ne rentrerai pas dans les détails. Certaines d'entre elles donnent une valeur forfaitaire à la vie, par exemple 3 millions d'euros pour citer une étude du Commissariat général à la stratégie et à la prospective de 2013. D'autres tiennent compte de l'âge et de la santé ou la capacité productive de l'individu. Une autre difficulté tient au raisonnement contrefactuel sur lequel repose la démarche. Tout ce qui est sauvé ne l'est pas nécessairement par l'intervention humaine. Il y a une part d'aléa. L'approche par la valeur économique du sauvé peut enfin conduire à des biais tels que la décontextualisation des décisions et l'apparition de déséquilibres de financement au détriment des territoires à faible valeur économique. Nous considérons que pour intéressante qu'elle soit, dans la mesure où elle fournit des informations utiles d'évaluation de l'activité de la sécurité civile, cette approche est encore insuffisamment aboutie pour être utilisée dans le cadre du financement des SDIS, car trop contestable et trop peu fiable. Nous alertons aussi sur le risque de créer une usine à gaz, ce qui serait contraire à l'effet souhaité. Donc les voies d'une résorption durable des difficultés de financement du SDIS. Au fur et à mesure des auditions, nous avons acquis la conviction que les SDIS ne pourraient maintenir leur qualité de service qu'avec une implication nouvelle des départements qui doivent rester leurs premiers financeurs. Cela suppose, dans un premier temps, de leur allouer des recettes supplémentaires dans des proportions suffisantes. À cet égard, nos auditions nous ont conduit à évaluer la pertinence d'augmenter le taux moyen de l'assiette de la TSCA ou d'accroître la part du produit national actuellement de 85,3% attribuée au département. La fiscalité applicable au contrat d'assurance se caractérise tant par la multiplicité des taux selon la nature du risque assuré, que par le niveau déjà élevé, jusqu'à 35%, sur la garantie responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur, compte tenu des contributions additionnelles, laissant apparaître, de notre point de vue, peu de marge de manœuvre de revalorisation aux différents taux. En revanche, nous avons envisagé l'éventualité d'un élargissement de l'assiette de la TSCA sous l'angle des exonérations totales ou partielles dont bénéficient certains contrats. À ce titre, l'exonération temporaire de TSCA pour les véhicules électriques a entraîné une perte de recettes pour les départements de 90 millions d'euros pour l'année 2023. Cette exonération constitue, à nos yeux, davantage un effet d'aubaine qu'une incitation à l'achat d'un véhicule électrique. Ainsi, nous recommandons de ne pas prolonger au-delà du 31 décembre 2024 le maintien de cette exonération. Le produit national de TSCA de 10,2 milliards d'euros en 2022 ne revient pas en totalité au département puisque 1,2 milliard d'euros sont fléchés vers la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, pour des raisons historiques, la taxation des contrats d'assurance santé complémentaires. Raisons qui aujourd'hui ont disparu. Soulignons que la CNAF dégage des excédents significatifs, 2,9 milliards d'euros en 2021, 1,9 milliard d'euros en 2022. Quand bien même il ne s'agit évidemment pas de réduire les marges de manœuvre de la CNAF, il nous paraît opportun et cohérent d'allouer en totalité au département cette fraction de TSCA. L'afflux de visiteurs dans les zones touristiques s'accompagne d'un surcroît d'activité pour la sécurité civile. Certaines petites communes connaissent un doublement, voire un triplement de leur population selon les saisons. Pour les SDIS, cet accroissement temporaire de population est source de sollicitations supplémentaires en matière de secours à la personne qui sont d'autant plus difficiles à gérer pendant la haute saison touristique d'été qu'elle se conjugue avec la période des feux de forêt. Il apparaît donc logique qu'une partie des recettes générées par les activités touristiques puisse être orientée vers le financement des moyens mis en œuvre pour la protection des vacanciers. Nous préconisons par conséquent la création d'une nouvelle part départementale additionnelle à la taxe de séjour au taux de 20%, dont le rendement serait d'environ 50 millions d'euros. Rapportée à une nuitée, cette taxation additionnelle représenterait quelques centimes et ne grèverait pas le budget des touristes. Fléchée vers le SDIS, elle permettrait de financer l'accroissement annuel de leurs dépenses de fonctionnement tel que constaté ces 10 dernières années. Si nos 3 premières recommandations portent sur l'obtention de ressources nouvelles pour les SDIS,
Les 3 suivantes concernent la répartition des contributions apportées par les collectivités. Alors que la progression des contributions du bloc communal est plafonnée au niveau de la hausse des prix, ce rôle modérateur ne joue plus depuis la résurgence de l'inflation. S'il est normal et même essentiel que les communes encourent au financement du SDIS, notamment en raison de la responsabilité opérationnelle qu'exercent les maires en matière de sécurité civile, plan communal de sauvegarde, prévention des risques majeurs, présence d'un centre d'incendie et de secours sur le territoire de la commune, vivier de sapeurs-pompiers volontaires, il n'en demeure pas moins que l'effort financier doit être réparti plus justement entre les départements, grandes villes et les agglomérations et petites communes et communautés de communes. Pour opérer ce rééquilibrage et à rebours des propositions visant à déplafonner la contribution du bloc communal et eu égard aux nouvelles marges de manœuvre offertes aux départements par nos 3 premières recommandations, nous souhaitons voir diminuer progressivement le poids du bloc communal dans le financement des SDIS. Pour cela, nous proposons de geler les contributions du bloc communal au niveau constaté en 2024. Ce gel doit s'accompagner, au sein du bloc communal lui-même, d'un rééquilibrage. Il apparaît opportun de réévaluer les contributions des grandes villes, des communautés d'agglomération et métropoles, qui concentrent désormais une part significative des interventions des SDIS, corrélativement à leur croissance démographique et au développement du tourisme. Pour autant, et nous le savons tous, la répartition de l'effort financier entre chaque collectivité résulte d'un accord politique local librement négocié, puis formalisé au sein d'un conseil d'administration du SDIS. Les critères sur lesquels se base la contribution de chaque commune sont variables d'une intercommunalité à l'autre. Nous souhaitons qu'en contrepartie du gel de la contribution globale du bloc communal à son niveau historique de 2024 et par le biais d'un dispositif incitatif, les conseils d'administration des SDIS entreprennent une revue des contributions des communes et des intercommunalités en prenant mieux en compte la sollicitation réelle des SDIS par les habitants de chaque commune et intercommunalité. S'agissant des départements, rappelons que chacun d'eux perçoit une fraction de TSCA au titre de son service d'incendie et de secours qui est fonction du nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur son territoire au 31 décembre 2003. Ce mode de calcul est toujours le même 20 ans plus tard, créant des distorsions entre départements qui ne prennent pas en compte la démographie et la sollicitation opérationnelle actuelle des SDIS. Nos auditions ont montré que si le constat d'une clé de répartition datée est inadapté était largement partagé, la remise en cause du produit de la répartition était délicate car susceptible de léser certains départements. La DGSCGC, Département de France et les SDIS ont initié une réforme qui consisterait à socler la répartition actuelle du produit de la TSCA SDIS et à en répartir la dynamique selon de nouveaux critères, notamment des critères opérationnels tels que le nombre d'heures d'intervention et le nombre d'incendies constatés. Nous soutenons clairement une telle réforme car elle permettrait d'instaurer une forme de péréquation entre SDIS au bénéfice de ceux qui sont le plus en tension. Nous proposons que la dynamique du produit de la TSCA SDIS alimente un fonds de péréquation qui flécherait en priorité les SDIS sous tension. Si l'accroissement des ressources des SDIS apparaît donc comme une nécessité impérieuse, cela ne signifie pas pour autant que les services seraient exemptés de tout effort de maîtrise des dépenses. Nous estimons que celle-ci peut être contenue par une série de mesures structurelles portant sur les activités des SDIS. La première de ces mesures consisterait naturellement à recentrer une bonne fois pour toutes les SDIS sur leur cœur de métier, en matière de secours aux personnes, c'est-à-dire à les décharger d'une part importante des transports sanitaires urgents. On peut sur ce point saluer la réforme de la garde ambulancière opérée par le décret du 22 avril 2022 qui a permis d'accroître les plages horaires où le service d'aide médicale d'urgence peut s'appuyer sur les ambulanciers privés. L'exemple du SDIS de l'Ain est à cet égard encourageant puisque l'extension de la garde ambulancière sur l'ensemble des jours de la semaine a permis de réduire de près de 80% le nombre de carences entre 2019 où il y en avait 8127 et 2023 où il y en avait plus que 1394.
Il ressort toutefois de nos auditions que le dispositif ne serait peut-être pas appliqué de la même manière sur le territoire national. Il y aurait par exemple des départements où certaines plages horaires resteraient non couvertes par une garde ambulancière. Par ailleurs, la coordination ambulancière qui est désormais censée être continue au niveau des SAMU ne serait pas toujours assurée de manière permanente. Nous appelons donc le gouvernement à procéder à une évaluation exhaustive de la mise en œuvre de la réforme de 2022. Bien évidemment, il paraît nécessaire d'aller plus loin dans le recentrage des activités des SDIS, en rendant plus pénalisante financièrement le recours aux sapeurs-pompiers pour carence ambulancière ou sur les créneaux horaires qui restent non couverts par une garde ambulancière. À cette fin, nous préconisons le doublement du forfait de prise en charge des carences par les établissements de santé, actuellement fixé à 209 € par carence, ainsi que l'accroissement de l'indemnité de substitution allouée aux SDIS en cas d'absence de couverture d'un créneau horaire par la garde ambulancière actuellement fixée à 12 € par heure. En contrepartie, il convient de s'assurer de la présence d'ambulances en nombre suffisant, ce qui suppose la poursuite des efforts de revalorisation du métier. Nous apportons sur ce point notre soutien aux demandes formulées par la profession visant à obtenir l'indexation sur l'inflation des tarifs des transports urgents préhospitaliers et à intégrer dans les formations au métier d'auxiliaire ambulancier un module consacré au permis de conduire. La mutualisation des moyens et la coordination opérationnelle offrent également des pistes d'économie intéressantes sans qu'il soit pour autant nécessaire de rendre ces mesures obligatoires. Ainsi, nous appelons le gouvernement à accélérer le déploiement du système Nexis 1812 permettant la mutualisation d'informations des systèmes de gestion des alertes et de gestion opérationnelle, de façon à pouvoir envisager le basculement vers un numéro unique d'urgence, le 112. Cette réforme, réclamée depuis plusieurs années par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, permettrait de promouvoir auprès des SDIS l'intérêt de développer des plateformes communes avec le SAMU. Comme les sursollicitations des sapeurs-pompiers portent de plus en plus sur l'assistance aux personnes âgées, nous préconisons en outre une association des SDIS à l'élaboration au niveau départemental des schémas d'organisation et de politique médico-sociale. Enfin, afin d'inciter les SDIS à s'engager plus avant dans la mutualisation de leurs tâches de gestion, le champ des compétences des établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours pourrait être élargi à des activités nouvelles telles que la gestion du personnel et l'ingénierie juridique. Merci. Avant de présenter les conclusions, je voudrais à mon tour également remercier M. Valence, président de la délégation, pour nous avoir permis de réaliser ce rapport, cette mission flash, et les administrateurs pour le travail qui a été effectué, ainsi que l'excellence de la collaboration avec mon collègue Xavier Battu. Près de 30 ans après la loi de départementalisation, le système de financement des SDIS est à la croisée des chemins. Alors que se profile une nouvelle montée en puissance des secours d'urgence aux personnes, les sapeurs-pompiers restent l'incarnation d'un service public dont il convient de préserver la qualité et la réactivité. Nous avons formulé au total 12 recommandations dont certaines ont vocation à trouver une traduction législative dans le projet de loi de finances, le PLF pour 2025. Toutes ont pour seul fil conducteur le souci de conforter le modèle français de sécurité civile. Nous vous remercions. Bien, merci beaucoup. J'imagine que les collègues auront des questions, mais je permettrai quelques remarques. D'abord, merci d'avoir fait justice effectivement de cette rumeur tenace sur le montant de la TSCA et l'affectation partielle, ce qui se dit hélas trop souvent, aux missions des services départementaux d'incendie et de secours. Je crois que dans votre mission, vous ne l'avez pas dit, mais vous avez identifié un cas dans lequel, en effet, il y avait un montant plus important dans un département où les recettes fiscales, de manière générale, sont particulièrement dynamiques. Merci d'avoir aussi proposé des solutions du côté de la CNAF, du côté de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, ou à la fin de l'exonération des véhicules électriques. Je m'interroge un peu sur la proposition que vous faites du gel des contributions. Je vois bien l'intérêt de dire cela vis-à-vis du bloc communal et la popularité qu'on peut se constituer en tenant ce genre de proposition. Mais quel est le fondement de cette proposition ? Pourquoi est-ce que vous êtes amené à la formuler ?
Je serais également intéressé de savoir comment s'effectue la répartition au sein du bloc communal entre les intercommunalités et les communes, puisqu'il y a pas mal d'endroits où, parfois pour des raisons qui relèvent de la modulation du coefficient d'intégration fiscale, mais pas toujours, il a été fait le choix de transférer à la communauté de communes ou communauté d'agglomération l'acquittement de cette taxe, ce sur quoi vous n'êtes pas revenu. Et puis, vous avez parlé des 92% que représentait le financement abondé par les départements et par le bloc communal. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se répartit concrètement au sein de ces 92%? Plusieurs reprises, vous avez affirmé que la contribution des départements était majoritaire. Est-ce que c'est le cas dans tous les départements ou pas? Ou est-ce qu'il y a des endroits où c'est le bloc communal qui abonde plus proportionnellement? Enfin, une petite remarque facétieuse. Et avec l'œil de celui qui, vous le savez, pour certains ici, est de profession un historien, je me demande parfois, en ayant regardé la vigueur des débats de 1996 et de l'application de la réforme dans les années qui ont suivi, si on aurait été capable aujourd'hui de départementaliser un service comme celui-là. On affirmait tous, beaucoup de gens à l'époque affirmaient que c'était une mesure contre les communes, que ça allait être terrible, que la proximité allait être perdue. Et on voit que ce passage à un financement, ou en tout cas à une gestion, à une politique parfois de recentralisation sur des pôles plus importants. Et on avait évidemment plus de centres d'incendie et de secours il y a 40 ans en France. Eh bien, elle ne s'est pas traduite par une perte de proximité, par une perte d'attachement des Français à ces services ou par une perte d'efficacité. Au contraire, et donc, encore une fois, de façon facétieuse, je dirais, nous sentirions-nous la force aujourd'hui et la capacité à créer du consensus pour faire une réforme aussi signifiante que celle-là? Je laisse la question ouverte, mais elle se veut, encore une fois, facétieuse sur nos capacités à trouver des consensus. Je donne tout de suite la parole aux collègues qui souhaitent poser des questions et ensuite les rapporteurs leur répondront. D'abord, pour le groupe Renaissance, Madame Anne Bruniera, secrétaire de la délégation et députée du Rhône. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Tout d'abord, merci pour votre travail, un travail rapide et très complet. Nos pompiers sont probablement le service public qui a la meilleure image dans la population. Ce n'est pas un hasard au regard à la fois de la nature des missions qu'ils accomplissent et de leur couverture exceptionnelle du territoire, permise notamment par ce modèle français qui allie professionnalisme et volontariat. Cependant, nous savons, et c'est l'objet de votre mission, le modèle économique des SDIS est fragilisé. Excusez-moi, je bute un peu sur le mot SDIS parce qu'à Lyon, nous avons un SMIS et c'est ce dont je vais vous parler. C'est pour cette raison que le bureau de la DCTD a souhaité la mise en place de votre mission et le constat que vous dressez à cet égard est net et précis. Il recouvre les alertes que je pense nous avons tous eues en circonscription, puisque je pense que nous avons tous, membres de cette délégation, rencontré nos pompiers. Votre rapport propose un certain nombre de recommandations pour sécuriser le financement des SDIS et je souhaiterais évoquer la question de la mutualisation. Elle fait écho sur mon territoire puisque lorsque nous avons créé la métropole de Lyon et que nous avons séparé son territoire de celui du département du Rhône résiduel, nous avons fait le choix de conserver un seul service, le SDMIS, donc à la fois départemental et métropolitain, commun aux deux territoires pour ne pas perdre les synergies existantes. Vous évoquez la question des EPIDIS, établissements publics interdépartementaux, créés par la loi de 1996. Il semblerait que cette formule de coopération n'est pas usitée. Comment expliquez-vous ce manque d'intérêt? Comment peut-on rendre cette formule plus attractive au-delà de l'extension de leurs compétences? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Est-ce qu'il y a dans les autres groupes des questions? Oui, Monsieur Stéphane Delautrette pour le groupe socialiste, député de la Haute-Vienne, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Comme vous l'avez évoqué, face à l'impact du changement climatique sur la nature des risques pesant sur nos territoires, face aux préoccupations exprimées par les directeurs des SDIS eux-mêmes, mais aussi par les présidents de départements, il était impératif de conforter notre modèle de sécurité civile et je suis très content qu'on parle bien de conforter notre modèle, parce que vous auriez pu prendre une autre orientation dans le rapport, en donnant les moyens nécessaires aux sapeurs-pompiers de réaliser les tâches constitutives de leur cœur de métier.
Je félicite évidemment la délégation de s'être emparée de ce sujet ô combien important pour nos territoires. Pour autant, je dois vous le dire, je suis beaucoup plus circonspect pour ce qui concerne certaines recommandations issues des travaux de nos rapporteurs, voire même à l'absence de certaines recommandations. Et je pense tout particulièrement, alors que de nombreux rapports et travaux économiques qui sont cités dans le rapport font état du besoin de réformer la TSCA en prenant davantage en compte la valeur du sauvé, dont je rappelle qu'elle correspond à un calcul des pertes qui auraient eu lieu sans l'intervention des secours. Alors j'ai bien entendu le fait des difficultés du calcul, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer la perte d'une vie, mais il y a aussi des dégâts matériels qui, eux, pour le coup, font l'objet de chiffrage et auraient pu permettre d'aller un petit peu plus loin. Ce qui me laisse à penser que vous prenez plutôt le parti qui me semble plus contestable, d'écarter cette réflexion, pourtant engagée de longue date par les départements eux-mêmes, afin de privilégier des pistes que je trouve plus difficiles à mettre en œuvre. Parmi celles-ci, vous faites état d'une hypothèse de réaffecter la fraction de la TSCA aujourd'hui fléchée vers la Caisse nationale d'allocation familiale vers les départements. Ce choix, me semble-t-il, n'a jamais été évoqué par aucun acteur durant le cycle des auditions et me semble bien difficile à mettre en place tant les mécanismes de compensation seraient longs et complexes à mettre en œuvre. Alors évidemment, oui, vous proposez dans le rapport qu'il n'y ait pas de compensation à cela, ce qui personnellement me pose en tout cas question et ne serait pas sans conséquence pour les CNAF. Pour conclure, une note un petit peu plus positive, je pense que la piste de réflexion autour de l'instauration d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour, qui est une demande répétée des départements, notamment touristiques, où on constate pendant les périodes touristiques une inflation des interventions des sapeurs-pompiers, semble être une piste à explorer. Voilà un point sur lequel il me semblait nécessaire de focaliser. Enfin, dernier point, s'il peut être louable, et notre président l'a évoqué, l'idée de la recherche d'un partage plus équitable de l'effort contributif local. Moi, j'aimerais vous entendre un petit peu plus sur cette proposition-là, parce qu'au final, au-delà de l'intérêt que ça pourrait avoir pour des plus petites communes, et j'ai été maire d'une petite commune et je vois bien de ce dont il s'agit. La question qui se pose à l'arrivée, c'est qui va payer ? Et ça, c'est un vrai sujet et je pense qu'il ne faudrait pas que ça se traduise par une inflation aussi de la participation des départements. Enfin, vous l'aurez compris, ce sujet-là est complexe et mérite, de notre point de vue, groupe socialiste, qu'il continue à être travaillé au sein de notre délégation et nous aurons évidemment à l'aborder, et je l'espère de la manière la plus transpartisane possible, au moment du PLF. Oui, il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur le mécanisme de solidarité qui est déjà à l'œuvre, parce que des interventions souvent en milieu rural, proportionnellement, elles coûtent plus cher que celles qui sont pratiquées en milieu urbain. Donc voilà, et c'est un élu d'une circonscription rurale qui le dit. Monsieur Xavier Breton, cher collègue député de l'Ain pour le groupe Les Républicains, a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, pour m'associer aux félicitations pour les collègues rapporteurs. Je crois que c'est effectivement utile dans tout le contexte actuel de réflexion du niveau de la sécurité civile. On voit bien qu'il y a effectivement beaucoup d'interrogations sur l'évolution de notre modèle de protection et de sécurité civile. C'est l'occasion de dire, je crois de manière unanime, que nous sommes attachés à ce modèle. C'est pas souvent qu'on ait des sujets qui fassent l'unanimité sur nos bancs et dans notre société. Je crois que c'est important de le souligner ici, bien sûr, au niveau national, mais on le voit aussi dans nos territoires. Donc, effectivement, la question du financement se pose avec l'évolution des charges et puis d'un côté, et puis des recettes qui ne suivent pas effectivement les besoins. Donc, il y a effectivement, ce qui est à voir, c'est peut-être une réorganisation qui permette de limiter ces charges, mais vous avez une proposition forte en termes de financement, qui est la recommandation numéro 1, qui est d'allouer en totalité au département la fraction de la TSCA qui est aujourd'hui affectée à la CNAF, à la Caisse nationale d'allocation familiale. Alors c'est vrai que c'est une suggestion
est assez, voilà, qui peut paraître assez facile à faire parce que c'est une ressource dynamique, importante, et qui permettrait effectivement d'y répondre au financement. Le problème, et ça a été évoqué par mon collègue à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, cette fraction de TCA est affectée à la CNAF. On connaît aussi les besoins qui sont importants au niveau de notre politique familiale, notamment au niveau de la politique de petite enfance. Donc, il y a effectivement un mécanisme de compensation à faire. Alors, est-ce que c'est quelque chose... Alors, bien sûr, ce n'était pas bien l'objet de vos travaux, mais on sait que si c'était simplement une dotation de l'État, enfin du budget de l'État à la CNAF, on n'aurait pas du tout le même dynamisme que de ce qui peut se faire aujourd'hui avec cette fraction de la TSCA. C'est pour dire donc à notre niveau le point d'interrogation sur cette recommandation. Si on voit bien l'intérêt au niveau des services des SDIS, par contre il y a quand même un gros point d'interrogation au niveau du financement de la branche famille à laquelle également nous sommes très attachés. Je vous remercie. Je vais vous proposer, messieurs les rapporteurs, qu'on prenne tout de suite les deux autres questions des deux autres groupes et vous répondrez en masse à tout le monde. La parole est à Didier Legac pour le groupe Renaissance, député du Finistère. Merci Président, bravo et merci aux deux co-rapporteurs sur cette mission. C'est vrai qu'on n'a pas fini de parler des SDIS en France. C'est une nouvelle mission, une nouvelle pierre à l'édifice. Effectivement, on sent bien que mais vous l'avez rappelé, que le modèle financier est un peu à bout de souffle. Deux, trois remarques et puis une question. Sur les carences ambulancières, je ne vois pas comment on pourrait demain améliorer ou réduire leur nombre, alors que la France connaît de plus en plus de déserts médicaux. Effectivement, oui, les pompiers doivent pallier de plus en plus les carences des ambulanciers, voire je note que vous avez écrit dans votre rapport, mais ça me semble quand même compliqué dans un contexte de désert médical de plus en plus accru dans le pays. Vous l'avez dit, mais effectivement, votre mission va être télescopée par le Beauvau de la sécurité. Il risque aussi d'être télescopé peut-être par les propositions de la mission Woerth qui vont être bientôt présentées. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré sur les questions de la fiscalité, puisqu'il promet une redistribution, en tous les cas, là aussi un remodelage de la fiscalité qui pourrait avoir des impacts quand même sur notre sujet aujourd'hui. Ma question, c'est... moi, je me méfie toujours quand on dit les métropoles sont plus riches que le milieu rural et que donc les métropoles ou la ville peut payer plus que la campagne. Bon. En plus, c'est pas aussi simple que ça parce que dans les SDACR, moi j'étais président de 10, dans le SDACR, c'est le schéma départemental d'actualisation de la couverture des risques. Souvent, c'est la ville qui vient en renfort de la partie rurale. Donc, ce serait un peu la double peine. Parce que comme en partie rurale, il n'y a que des sapeurs-pompiers volontaires en journée qui ne sont pas disponibles, ou très peu disponibles, eh bien, ce sont les pompiers professionnels de la ville qui viennent en intervention dans la partie rurale. Donc si en plus vous dites qu'ils vont payer plus et en plus ils sont obligés de se déplacer dans la partie rurale, donc je dis attention quand même entre la péréquation ou en tous les cas entre la répartition ville-campagne et d'aller trop vite vers un système qui dirait puisque c'est les villes, il faut qu'ils payent plus parce qu'ils ont plus d'intervention. Je ne suis pas sûr en tous les cas que ce soit aussi simple que ça. Et l'autre question justement qui m'amène à ça, c'est vous n'avez pas évoqué le fait intercommunal ou très peu dans votre rapport. Moi, je fais partie des gens qui regrettent que la loi NOTRe en 2016 n'ait pas rendu obligatoire la compétence intercommunale des SDIS. Je trouve que s'il y a bien une mission qui doit être mutualisée à l'échelon d'une intercommunalité, à l'échelon d'un territoire plus large que celui de la commune, c'est bien celui des pompiers. On a beaucoup parlé de l'eau, l'assainissement. J'étais aussi très favorable à la compétence intercommunale pour l'eau et l'assainissement, mais je pense que le secours, c'est la même chose. Ça n'a plus beaucoup de sens de voir une commune financée. Il faut que ce soit aujourd'hui, à mon avis, à l'échelon intercommunal. Donc, est-ce que vous avez un avis ou recueilli un avis au cours de votre mission sur ce point? Merci. Et puis dernière question, je rassure les rapporteurs par Madame la vice-présidente Christine Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme pour le groupe socialiste.
Oui, merci Monsieur le Président. Et je vais aller droit au but. D'abord, remercie également nos deux reporters et d'avoir fait ce choix. Des questions, une qui revient déjà, c'est le 1,1 milliard que vous proposez donc de retirer à la CNAF pour donner aux SDIS. Est-ce que vous avez auditionné la CNAF? Et je m'en excuse, je n'ai pas lu le rapport encore, je le ferai post-audition. Ou est-ce que vous proposez un remplacement du coup pour ces 1,1 milliard qui vont manquer à la CNAF? Deuxième point, vous avez parlé de péréquation départementale entre départements pour les SDIS, c'est très bien. Est-ce que vous avez examiné la péréquation au sein de chaque département? Parce qu'aujourd'hui, vu comment sont calculées les contributions au sein du bloc communal, vous pouvez avoir une fourchette qui va de 1 à 6 entre communes qui bénéficient pourtant du même service. Donc, le principe est doit, le ciel t'aidera. La péréquation, elle doit aussi être examinée à cette échelle-là. Et pour le coup, quand le PCI a pris la compétence, puisqu'aujourd'hui il peut prendre la compétence des contributions, la péréquation, de fait, elle se fait, mais elle se fait sur le flux, puisqu'on gèle les contributions des communes et c'est que les augmentations à venir qui sont prises en charge par les EPCI. Troisième point, vous avez parlé des hôpitaux et d'augmenter le tarif des transports. Alors, je comprends bien sûr, et le problème, c'est là aussi les déficits de nos hôpitaux. Enfin, on prend à Pierre pour habiller Paul, mais en fait, on ne règle rien sur le fond. Donc voilà, j'ai des doutes. Et enfin, dernière question, c'est sur le personnel. Vous avez parlé des dépenses de personnel qui représentent 80%, je ne sais plus quel chiffre vous avez donné, mais ce n'est pas anormal. Par contre, la question que je me pose, c'est la structure de ce personnel entre départements. Est-ce que vous avez expertisé cadre A, cadre B, catégorie A, catégorie B, catégorie C? Et est-ce que vous constatez des disparités fortes entre des départements dans cette structure de ressources humaines? Merci. Merci, messieurs les rapporteurs. C'est à vous. Ah oui, monsieur Chauche, vous avez d'ailleurs posé, j'aurais dû faire référence tout à l'heure, j'étais dans l'hémicycle quand vous avez posé votre question, qui a notamment fait référence au financement des SDIS. Chers collègues députés du territoire de Belfort, pour le groupe de la France Insoumise, je vous donne la parole, et ce sera vraiment la dernière question. Merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier les rapporteurs pour leur travail. J'aurais juste deux petites remarques. Tout d'abord, comme l'a fait mon collègue, c'est par rapport à la valeur du sauvé. C'est dommage que vous écartiez cette piste qui est, à mon avis, très intéressante parce que ce soit au niveau matériel ou humain, ça a un coût et les assureurs sont les premiers bénéficiaires de l'action de nos sapeurs-pompiers. Ensuite, j'aurais juste une petite remarque sur la recommandation numéro 1 quand vous marquez allouer en totalité au département la fraction de la TSCA pour le financement des SDIS. Il ne faudrait pas que les départements touchent cette partie de la TSCA, qu'elle soit fléchée pour une autre utilisation. Parce qu'on l'a bien vu, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, il y a une rumeur qui court comme quoi la fraction de TSCA qui est reversée aux SDIS n'est pas forcément utilisée en totalité pour les SDIS, et on voit bien que c'est faux. Et donc ça serait bien aussi de rendre ce versement, ces sommes publiques, afin de faire cesser ces rumeurs comme quoi les départements ne les utilisent pas à bon escient. Merci. Messieurs les rapporteurs, on commence par vous, cher Xavier Bettu. Tu compléteras. On va commencer par le commencement et les questions que m'a posées Monsieur le Président. Alors effectivement, la répartition entre le bloc communal et puis le département est faite par les SDIS, et dans le cadre de la loi du 3 mai 1996, les modalités de calcul des contributions du bloc communal au financement des services départementaux d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration. Donc il y a autant de modèles de répartition qu'il y a de départements. Ce qui veut dire que si par exemple on prend l'exemple du territoire de Belfort, le territoire Belfort contribue en large partie et plus que le département au fonctionnement du SDIS, mais contrairement à ça, si on prend le département de l'Essonne contribue quasi-totalité du fonctionnement du SDIS. Donc il y a autant de modèles de répartition qu'il y a de départements, et le but aujourd'hui de notre proposition de socler la répartition, socler la TSCA telle qu'elle est aujourd'hui pour mettre personne en difficulté, et de se servir, et j'y reviendrai après, des 1,2 milliard de la TSCA qui est fléchée par la CNAF, c'est d'obliger les services départementaux d'incendie et de secours et d'accompagner les conseils d'administration qui sont aujourd'hui tels que les élus y sont nommés en fonction des répartitions des blocs communaux,
qui sont politiquement aujourd'hui, la réflexion est politiquement aujourd'hui compliquée, c'est de les obliger à mettre en place une clé de répartition et une logique de répartition en fonction de l'utilisation du service d'incendie et de secours sur l'ensemble du département. Si je prends aujourd'hui le cas de la Seine-Maritime que je connais bien, le bloc, les 705 communes rurales, entre guillemets, les 700 plus petites communes de Seine-Maritime contribuent à une hauteur beaucoup plus importante que les deux grandes métropoles qui sont Rouen et Le Havre, alors que le coût et les principales le nombre d'interventions et le coût des interventions est nettement supérieur dans les métropoles de Rouen et du Havre, là où il y a on est le département Céveso le plus impacté de France, donc c'est d'inciter et d'accompagner politiquement ces conseils d'administration pour qu'il y ait vraiment une clé de calcul en fonction du coût des interventions sur chaque territoire, sans rentrer dans la libre administration des collectivités, parce qu'un SDIS, on est dans la libre administration des collectivités, donc c'est d'inciter cette clé de répartition, qu'elle soit logique. Concernant la TSCA, effectivement, l'ensemble des départements français reverse, et je pense que c'est dans notre rapport, l'intégralité de la TSCA qui est fléchée par l'État sur chaque département, en dehors d'un département de l'Est de la France, je ne sais plus lequel. Du sud-est, ouais, l'Est, ça peut être le sud ou le nord, c'est pareil. De l'Est de la France, j'ai plus le nom du département en tête, mais je pense que ça sera dans le rapport aussi. Sinon on est à votre disposition avec les administrateurs pour vous répondre là-dessus. Effectivement, la TSCA CNAF, c'est 1,2 milliard d'euros, mais c'est moins de 10% du budget de la CNAF, donc c'est aussi dans le cadre de la loi de finances et dans le cadre des réflexions que peut avoir Bercy et le gouvernement aujourd'hui, c'est d'aller chercher une péréquation ailleurs ou d'aller chercher cet argent-là ailleurs. On a dès le début, on s'est mis d'accord dès le début qu'on ne voulait pas augmenter la TSCA parce que c'est ni plus ni moins un impôt indirect sur nos factures d'assurance. Donc on a trouvé cette solution-là qui nous a été soufflée par je ne sais plus quel organisme, je ne l'ai plus en tête, mais je pourrais vous le redire. C'était pas la CNAF, non, c'est pas la CNAF, je pense pas. Concernant les carences ambulancières, effectivement, c'est un vrai sujet, c'est un vrai coup pour les SDIS. Aujourd'hui, c'est pas le sujet des carences ambulancières, ça a un impact financier, mais c'est aussi un impact sur l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires. Donc on a eu aussi cette vision-là, et vous êtes tous auprès de vos sapeurs-pompiers dans votre département et circonscriptions respectives. Et aujourd'hui, l'engagement des volontaires, comme l'engagement des bénévoles dans des associations est très compliqué. Et l'impact des carences ambulancières, aussi bien pour l'engagement du sapeur-pompier volontaire que pour son employeur, que pour sa famille, de se lever à 4h du matin pour aller ramasser quelqu'un. On estime aujourd'hui que c'est pas logique et qu'il faut, comme Fabien Matras l'avait fait dans la loi Matras, il avait déjà amplifié le montant de la carence et de l'amplifier encore pour vraiment avoir un service d'ambulanciers privés liés au service au SAMU qui fasse son travail comme on le voit dans beaucoup d'autres pays européens. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, aussi bien pour le coût de fonctionnement des SDIS que pour l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires, c'est une vraie clé sur laquelle il faut avoir un levier, en sachant que je suis bien conscient que ça impacte derrière les budgets de fonctionnement de nos hôpitaux, mais il y a peut-être aussi des économies à aller faire dans le fonctionnement de nos hôpitaux. Je pense que j'ai répondu à une partie des questions, et puis Jocelyn, co-rapporteur, va répondre à l'autre partie. Merci, cher collègue. Pour répondre à la question entre la péréquation entre les départements et les communes, la répartition plutôt entre les départements et les communes, il faut faire un petit peu d'histoire et se souvenir d'où viennent les SDIS. Et historiquement, les centres d'incendie, surtout dans nos départements du nord-est de la France, les Ardennes, l'Aisne, le Nord, étaient des postes avancés, frontaliers, pendant la période d'entre-guerres, où les pompiers à l'époque étaient armés et étaient à la disposition des communes de manière à prévoir, à
anticiper, arrêter l'envahisseur allemand lorsqu'il aurait pu pénétrer sur le territoire français. Donc, d'où son attachement communal et d'où la répartition des SDIS communaux. Ce qui explique peut-être aujourd'hui que le seul département qui ne reverse pas intégralement, et encore on est à 97% je crois de mémoire, la répartition de la TSCA, c'est le département des Ardennes. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu historique, pour expliquer un petit peu pourquoi il y a effectivement une disparité entre certains départements comme l'Essonne qui sont quasiment intégralement financés par les départements et d'autres où historiquement il y a encore un attachement communal communal au centre de SDIS. Alors l'intercommunalité, j'ai entendu Monsieur Gag tout à l'heure, vous nous parliez de l'intercommunalité. Est-ce que c'est un bon échelon aujourd'hui? Peut-être. Aujourd'hui, il n'est pas traité, il n'est pas envisagé de la part des professionnels qu'on a rencontrés et des différents organismes que l'on a rencontrés. Il y a cet attachement communal et cette loi qui départementalise, et même si la réflexion peut effectivement avoir lieu, parce que c'est une question qu'on peut légitimement se poser, puisque les incendies, les secours à la personne ne s'arrêtent pas à une commune, mais bien à une intercommunalité, et on a pu se rendre compte que dans le bloc communal, il y a effectivement une partie également des EPCI qui rentre en ligne de compte dans le financement des SDIS. Concernant donc la question de M. Breton, du Parti socialiste également, et de Mme Pires-Beaune, sur le prélèvement des 1 milliard d'euros sur la CNAF. Il faut rappeler, donc je l'ai dit tout à l'heure, d'où vient cette taxation. Donc c'est à la base d'une taxation des contrats d'assurance santé complémentaires qui aujourd'hui ont disparu. Mais cette recette pour la CNAF est restée malgré tout depuis toujours. Aujourd'hui, il s'agit en fait de rééquilibrer et de reverser à qui de droit ce milliard d'euros qui n'a plus lieu d'être versé à la CAF et à la CNAF et dont ont besoin nos SDIS. Donc c'est simplement un rééquilibrage et redonner entre guillemets à César ce qui est à César. La TSCA étant prélevée principalement dans l'objectif, je dis principalement, dans l'objectif de financer les SDIS, il nous paraît logique que cette partie de la TSCA leur revienne, sachant que la CNAF a aujourd'hui un excédent significatif de 2,9 milliards d'euros, ce qui en fait le réduirait à 1,9 milliard, mais toujours d'excédent, et qui permettrait aux SDIS de fonctionner plus sereinement. Au sujet de la péréquation des villes et des campagnes, donc j'entends également la remarque, le sujet n'est pas de mettre en opposition les campagnes et les villes, mais de répartir les dépenses par rapport au rythme et au nombre des interventions. Sachant qu'il y a plus d'interventions dans les villes et dans les métropoles qu'il peut y en avoir dans les campagnes, il nous paraît important de pouvoir rééquilibrer la proportion financière entre ces deux échelons. La structure au niveau du personnel. Alors, au niveau du personnel, vous nous avez posé, je crois que c'est Mme Pires-Beaune qui a demandé la répartition au niveau du personnel. Est-ce qu'on l'avait regardé de près? Alors, je vais être honnête, pas particulièrement. Ça n'a pas été regardé particulièrement. Ce qu'on a pu constater, c'est que ça pouvait varier selon les strates, sans prendre bien sûr en compte la ville de Paris ou la ville de Marseille, où ce sont des militaires, des professionnels, mais globalement, il y a une grande majorité de volontaires et une partie de cadres. Alors après, la répartition entre les agents, on ne sait pas si c'est forcément des agents catégorie A, B ou C, ça, on n'a pas forcément la répartition, mais on pourra reposer la question si vous souhaitez une réponse plus précise. Et je crois qu'on a répondu à la majorité. Donc il restait effectivement, oui, Monsieur Gag, vous posez une question qui est très importante.
Quel est l'intérêt de ce rapport avec le Beauvau de la sécurité civile et le rapport de la mission Woerth? C'est une question qui est tout à fait légitime, qu'on s'est posée effectivement, d'où l'intérêt de revoir peut-être les objectifs de notre délégation. Et comme on se posait la question ce matin en commission des lois, est-ce qu'elle doit être transformée en commission permanente, comme le demandent nos collègues du groupe GDR? C'est une question qui est légitime parce qu'aujourd'hui, nous travaillons de manière sérieuse, je pense, au niveau de cette délégation, tous, mais notre force de frappe, entre guillemets, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, est relativement faible par rapport à l'intérêt de notre délégation. Oui, je vais m'élever en faux parce que sur les deux points que vous venez d'évoquer, on parle d'un rapport, celui d'Éric Woerth, qui sera remis mais qui aura forcément des conséquences législatives. Donc au moment où il y aura ces conséquences législatives, si d'aventure elles touchent les services départementaux d'incendie et de secours, c'est sur la base du travail que vous aurez formulé que vous pourrez faire des propositions d'amendement. Et d'autre part, pour le Beauvau de la sécurité civile, pour le moment, la fumée blanche n'est pas sortie. Et donc, je pense que les propositions que vous formulez, certaines sont plus ou moins consensuelles, mais c'est aussi le charme d'un rapport, hein, que les propositions que vous formulez, elles viendront abonder la réflexion dans le cadre de ce Beauvau. Donc on est au contraire dans le bon calendrier. Et il ne faudrait pas qu'on considère qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'extérieur concernant les collectivités territoriales, ça veut dire qu'on n'est pas assez actif. On est là pour venir apporter dans la discussion et nourrir nos propres travaux. Et donc c'est bien normal qu'on ne soit pas les seuls à s'intéresser à l'objet sur lequel on se penche, y compris quand il s'agit du financement des services départementaux d'incendie et de secours. Mais pour moi, ce que vous proposez, ça viendra nourrir les réflexions, y compris les débats dans cette maison. Et à ce titre, je vous remercie du travail que vous avez conduit au nom de la délégation sur ce sujet. Et je ne doute pas que, y compris pour ceux qui n'ont pas encore regardé vos propositions, cela sera étudié avec profit. Voilà, merci à tous les deux, merci à nos administrateurs, et je vous dis à toutes et à tous à la semaine prochaine.